Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Le président Alassane Ouattara a reçu hier l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le diplomate a indiqué être allé faire ses adieux au chef de l'État et en a profité pour faire avec lui le point de la coopération entre les deux pays au moment où il quitte la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre lui a procédé hier à Cocody à l'inauguration du nouveau siège du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Le bâtiment est bâti sur une superficie de 2000 m² et comprend entre autres 81 bureaux et une salle de conférence de près de 150 places. Le second tour de l'élection présidentielle au Mali opposera le 12 août Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. À l'issue du premier tour, le président sortant est arrivé en tête avec 41,42% des voix contre 17,80% pour son principal opposant. Taux de participation 43,06%. Rendons-nous tout de suite à la présidence de la République où le chef de l'État a échangé hier avec l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le diplomate est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara après 3 années de service en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, le renforcement et la diversification des relations de coopération entre les deux pays. Le compte-rendu d'Awa Touré. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Luis Prados Covarrubias, est en fin de mission. Le diplomate espagnol est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Le président et moi, nous avons fait les points des relations bilatérales. Et on a abordé les différents volets de ces relations. Et le président s'est félicité de l'amélioration, de l'approfondissement dans les relations bilatérales dans les dernières années, et en particulier l'accord de la conversion de la dette, à l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, à la mise en place des projets de coopération à différents niveaux. Notons que l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara le 15 avril 2015. Et je vous le disais en titre, le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, a désormais son siège. Un siège flambant neuf, inauguré hier jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le fonds assure le financement des secteurs de production végétale, forestière et animale. Il mène surtout la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés. Notre reporter Alexis Ouedraogo nous y amène. La grande famille du monde agricole a un nouveau toit, le siège du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Il a été inauguré jeudi par le chef du gouvernement. Le fonds, mis en place avec l'aide de l'État, mobilise les ressources pour financer le développement des filières agricoles. Et justement, la filière Karité en a profité. Au sein du FIRCA, il y a des filières cotisantes et le Karité n'était pas filière cotisante. Mais il a pris le projet de renforcement des capacités, des tournées de sensibilisation, des tournées de formation, jusqu'à ce que le FIRCA mette à la disposition de la Côte d'Ivoire 2 unités de transformation du Karité à Bouna et à Bandoko. Le FIRCA est le fondement de la réussite agricole en Côte d'Ivoire. Pour l'inauguration du siège, ils étaient tous présents, les porteurs premiers du projet. Pour Amoakon Banda, président du conseil d'administration, le transfert de technologie dans le secteur agricole est aujourd'hui indispensable. L'édification de notre siège, que nous appelons affectueusement et symboliquement la maison des filières agricoles, est pour nous, acteurs agricoles, le gage de la durabilité que nous voulons conférer à notre outil professionnel, notamment dans les domaines de la génération des technologies à travers la recherche agricole appliquée, avec la formation au métier des exploitants agricoles, le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, a pour sa part témoigné de l'intérêt du gouvernement pour le secteur agricole. Dans la perspective de mieux répondre aux besoins actuels des acteurs du monde agricole, les études diagnostiques de l'ANADER, du CNRA
du FIRCA sont réalisées. Je reste convaincu que seules ces études approfondies pourront permettre de réaliser une revue pertinente des services agricoles de notre pays pour les adapter aux mutations intervenues dans le secteur et aux exigences et défis nouveaux. Présent aux premières heures de création du fonds, le Premier ministre a rappelé la vision de l'État ivoirien, améliorer la performance des agriculteurs. Le FIRCA est un exemple parfait d'outil professionnel né de la volonté de l'État d'accompagner les acteurs professionnels du secteur agricole, notamment en termes de financement de la recherche, du conseil agricole et de la formation agricole. En outre, l'adhésion des acteurs et professionnels à cette vision du gouvernement et leur implication aux côtés de l'État représente une expérience unique dans notre espace CEDEAO et il convient de le saluer et de nous applaudir. À travers cet outil, notre agriculture au sens large peut s'adapter aux évolutions scientifiques, technologiques et économiques et aux évolutions environnementales et sociales pour faire face aux enjeux nationaux et aux contraintes extérieures. Je voudrais solennellement confirmer à toutes les filières agricoles que le gouvernement continuera de garantir les mécanismes qui vont permettre de disposer de ressources stratégiques pour votre développement. Le FIRCA, il faut le souligner, assure le financement des secteurs de production végétale, forestière et animale. Il mène surtout la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés. Le directeur pays du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, s'est rendu mardi dernier au siège de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, où il a échangé avec les responsables de l'institution. Au cœur de cette rencontre, une politique de plaidoyer à mener auprès des partenaires au développement en vue d'obtenir leur adhésion au programme d'activité de l'institution en charge de la bonne gouvernance ici en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Accompagner la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en vue de l'aider à réaliser sa mission, c'est le rôle que veulent jouer les partenaires au développement par la recherche d'appui technique et financier. Le directeur pays du PNUD était au siège de l'institution. Il y a rencontré les responsables en vue de s'imprégner de leur agenda. Après avoir pris connaissance des projets présentés, le responsable du PNUD a salué les initiatives de la structure. Il les a rassurés de la disponibilité du PNUD à les accompagner. Présente aussi dans les locaux, la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Elle a indiqué que la lutte contre la corruption va renforcer le développement dans le pays. Le plan stratégique national de prévention et de lutte contre la corruption inclut la société civile, le secteur public et privé. On parle à présent sécurité. Sidiki Diakité était hier dans la commune d'Abobo où il a lancé l'opération Vacances sécurisées. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'opération va mobiliser environ 1500 policiers, gendarmes et militaires. Ces propos ont été recueillis par Ahmed Traoré. La troisième édition de l'opération Vacances sécurisées entend permettre aux citoyens de passer des vacances scolaires en toute confiance. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, le lancement de l'opération à Abobo s'explique par le fort taux de criminalité enregistré dans cette commune. Ici a lieu le lancement. C'est un grand symbole. Et nous voudrions vous demander, vous-même ici à Abobo, ici où ça a été lancé, de faire en sorte qu'il y ait une insécurité zéro pendant toutes ces vacances scolaires. Cette période est une période sensible. Nous devons permettre à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne, à chaque famille, à chaque enfant, à chaque élève et à chaque non-élève de vivre ces moments dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la confiance totale. Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, a saisi l'occasion pour dresser le bilan sécuritaire en Côte d'Ivoire. Les opérations vacances sécurisées 1 et 2 ont été couronnées de résultats probants. Celle de 2017 a permis de détruire 545 fumoirs et d'interpeller 4348 personnes avec plus de 450 kg de cannabis saisis. Pendant la même période,
5 849 personnes ont été raflées. Au regard des résultats satisfaisants de l'édition précédente, la Direction générale de la police nationale l'a reconduite cette année dans les perspectives d'une approche de la police de proximité et surtout pour être en phase avec le thème de l'année 2018 qui est la police nationale, la population, notre priorité. Cette opération entend garantir la quiétude des populations. Vous vous en êtes certainement rendu compte, le reportage d'Ahmed Traoré a été commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. La pénurie de gaz butane à Abidjan profite bien à certains revendeurs véreux. Ils ont choisi d'augmenter les prix des bouteilles de 50% et les prix grimpent parfois même du simple au double. Le constat de nos reporters est que les stations-service, elles, ont maintenu les prix homologués. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME met en garde tous ceux qui ne respectent pas les prix fixés par les autorités. Le reportage d'Ami Sissoko. La pénurie de gaz butane que connaît le pays fait grimper les prix. Chez les revendeurs, la bouteille de 6 kg communément appelée Fetou, vendue à 2000 francs CFA, a subi une hausse de près de 50%. Il n'y a pas de gaz, hein. On souffre pour avoir, franchement. On souffre et puis ça a augmenté. 3000 francs la bouteille. À Coco d'ici. Ça, mais ça, les chahiers, commencez au rang, commencez Camprema. C'est là ça, les chahiers, ça là. 4000 francs la bouteille. J'ai pris taxi parti, taxi pour revenir. Le monsieur même me dit qu'il n'y a pas de gaz. Que c'est lui-même qui a pris son camion pour aller chercher quelque part pour venir. Ça est devenu 4000. On peut pas. Tu es obligé d'utiliser le charbon en attendant que le gaz vienne. Mais si le gaz là vient, ils n'ont qu'à diminuer. Les bouteilles de 12 kg 5 n'ont pas été épargnées par cette augmentation. On a acheté une bouteille à 6 000. D'habitude, on achète une bouteille à 5 000. Mais comme la bouteille en manque, on achète ça à 6 000, 6 000, 6 000. Le marché commence à être approvisionné en gaz butane. Dans la rue, on rencontre des personnes avec des bouteilles de gaz sur la tête, mais cette fois-ci bien remplies et achetées au tarif homologué. J'ai acheté ça à 2000 à la station. J'étais très surpris. J'ai cru qu'ils allaient augmenter au moins 200 francs là-dessus, mais ils n'ont rien augmenté. Les prix n'ont pas changé depuis qu'on fait le gaz ici là. C'est le même prix. Le B6 ça c'est 2000, B12 5200. Ça n'a jamais changé. Même manquant, il n'y a pas de gaz, c'est toujours le même prix. Tout en dénonçant ces pratiques frauduleuses, la Direction générale de Petrosi souligne que rien ne justifie cette flambée des prix. Il n'y a aucun changement de prix entre le fournisseur et Petrosi, et entre Petrosi et les différentes sociétés qui ont des centres remplisseurs et font des bouteilles. Donc, s'il y a de la spéculation, c'est sur le terrain, des gens qui créent la pénurie pour pouvoir faire payer plus cher, c'est répréhensible. Dans la même veine, le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion des PME met en garde contre toute augmentation de prix du gaz butane sur toute l'étendue du territoire. Les prix des bouteilles de gaz demeurent inchangés, à savoir 2000 francs pour les bouteilles de 6 kg, communément appelées Fetou, 5200 francs pour les bouteilles de 12,5 kg, 6965 pour les bouteilles de 15 kg, 8125 francs pour les bouteilles de 17,5 kg, 11 610 francs pour les bouteilles de 25 kg et 13 000 francs pour les bouteilles de 28 kg. Le non-respect de ces prix-là est qualifié de pratique de prix illicite et sanctionné d'une amende allant de 200 000 à 50 millions de francs CFA. Les équipes du ministère du Commerce, aussi bien des directions centrales que des directions régionales implantées sur l'ensemble du territoire national, mènent actuellement des missions de contrôle afin de s'assurer du respect de ces prix réglementés. La population est donc invitée à dénoncer toutes les dérives constatées sur les marchés en contactant le ministère du Commerce au numéro suivant 20 22 95 28 20 22 57 27. La fin de la pénurie s'annonce incessante. L'État travaille en tout cas à cela. Un butanier a accosté hier au quai pétrolier de l'appointement Petrosi à Vridi et ce sont 9000 tonnes qui ont été livrées à Petrosi pour fournir du gaz aux différents centres remplisseurs afin d'approvisionner les ménages. Les précisions de Francis Boifo. Le butanier qui a accosté au quai pétrolier de l'appointement Petrosi à Vridi dans la commune de Port-Boué a une capacité de 25 000 tonnes de gaz butane, dont 9 000 livrés à Petrosi jeudi après des tests concluants. À partir de ce bateau, nous pompons le gaz butane
dans les centres remplisseurs de toutes les sociétés qui, à leur tour, remplissent leurs bouteilles et les vendent dans nos quartiers et dans nos villes. Un deuxième bateau transportant du gaz butane est attendu au quai Petrosi le 6 août prochain. Le but est de réduire le déficit de consommation estimé actuellement entre 1200 et 1500 tonnes jour contre 1000 tonnes de gaz butane jour en situation normale. Nous avons réduit la durée qu'il y a entre les livraisons. Et il fut un temps où on livrait tous les 10 à 15 jours. Mais aujourd'hui, devant la situation, les délais sont rapprochés à environ 6 jours. Et on pourra, sur cette semaine et la semaine prochaine, mettre à disposition pratiquement 1500 tonnes jour parce que les usines, les centres remplisseurs sont en équipe de 16 heures par jour ou 24 heures. Ça permettra de rapidement remplir toutes les bouteilles vides de chacun et on l'espère dans quelques jours retourner à une situation normale. Une batterie de mesures prises par les autorités pour satisfaire les besoins des ménages. On leur demande d'être encore un peu patients, de permettre que les différentes sociétés dont ils ont les bouteilles, de permettre que ces sociétés, dans leur chaîne logistique, finissent de remplir les bouteilles et de les apporter dans les quartiers. Et autant que possible, utiliser le gaz butane domestique pour ce pourquoi il est destiné. Ça aussi, c'est un effort citoyen qui est demandé. En 2017, la Côte d'Ivoire a importé environ 350 000 tonnes de gaz butane pour sa consommation. Je vous amène maintenant à Boyo, dans le département de Jacquesville, où l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a procédé récemment au lancement du prix vert pour mettre en compétition les villages. L'objectif est la conservation des aires protégées, des parcs nationaux et réserves naturelles. Les critères d'attribution du prix sont entre autres la lutte contre le braconnage et la sensibilisation des populations. Nous y reviendrons très prochainement dans nos journaux à venir. Donc, c'est une heureuse nouvelle pour les enfants des pouponnières et orphelinats. Désormais, ils pourront bénéficier de soins gratuits à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Cela est le fruit d'une convention de partenariat signée ce jeudi entre le ministre de la Femme et de l'Enfant, Ramata Libakayoko, et les responsables de la formation sanitaire. Mahama Traoré y était pour RTI. C'est la première visite de la nouvelle ministre de la Femme et de l'Enfant à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Dans cet établissement sanitaire, Ramata Libakayoko s'aperçoit que tout est au point pour une meilleure prise en charge du couple mère-enfant. Personnel qualifié, matériel ultra moderne pour fournir des soins de qualité aux patients. Des soins de qualité désormais gratuits pour les enfants issus des pouponnières et orphelinats publics de l'État de Côte d'Ivoire, comme le stipule la convention qui vient d'être signée entre la ministre Ramata Libakayoko et l'hôpital qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara. S'ils ont besoin de soins, nous les accueillerons avec amour, avec compétence pour leur donner tous les soins de pédiatrie médicale et chirurgicale que nous faisons chaque jour ici à l'hôpital Mère-Enfant. C'est un acte humanitaire très important et c'est l'occasion donc de rendre hommage à la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour tous les efforts inlassables qu'elle fait pour la protection de la mère et de l'enfant. Des centaines d'enfants sont concernés par cette prise en charge médicale gratuite à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara. Ce sont les pensionnaires des orphelinats de Bingerville et de Grand-Bassam, tout comme ceux des pouponnières publiques de Yopougon, Adjamé, Dabou, Boaké et du centre d'accueil pour enfants victimes de traite situé à Soubré. De la santé à l'enseignement supérieur, le comité de pilotage du PACET, le partenariat pour le développement des compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie, tient ses assises depuis hier ici à Abidjan. Il s'agit pour ses membres de plancher sur des questions de gouvernance du PACET, de prendre des décisions sur les réformes de curricula et définir le mode d'octroi des bourses d'études. Le PACET a été lancé, je le rappelle, en 2013 pour répondre à la nécessité impératif de renforcer la capacité en sciences et technologies des pays membres pour leur développement socio-économique. Le reportage de Sephora Zegui dans un récit de Patricia Omoitia. Renforcement de capacité, question de gouvernance et professionnalisation des filières au niveau de l'enseignement supérieur. Ce sont là quelques points autour desquels sont réunis les membres du conseil d'administration du partenariat pour le développement des compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie, PACET.
Cette rencontre est l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés par les initiatives régionales telles que la mise en place du Fonds régional pour les bourses d'études et l'innovation, RZIF. Le comité prendra des décisions importantes, notamment sur le fonds, sur les questions de gouvernance, sur les questions de bourse. Alors après cette réunion, il faut s'attendre donc à des possibilités de bourse, d'études et de recherche dans les secteurs que j'ai évoqués tantôt. Mais il faut s'attendre aussi à des interventions qui vont nous permettre ici de poursuivre plus efficacement la révision des curricula que nous avons engagés, la professionnalisation des filières au niveau de l'enseignement supérieur, et nous-mêmes, nous sommes en train de mettre en place un observatoire de suivi de l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur dans le secteur productif. Lors de cette première journée de ces assises, qui vont durer 2 jours, la nouvelle présidente du conseil d'administration du PAZET a été désignée par acclamation. Il s'agit de Amina Mohamed, ministre de l'Éducation du Kenya. De plus, le Conseil va examiner une stratégie pour mobiliser davantage le secteur privé afin de soutenir les objectifs du PAZET à travers l'appui à la formation, la recherche et l'innovation. La Côte d'Ivoire célèbre mardi prochain, 7 août, le 58e anniversaire de son indépendance. Une cérémonie au cours de laquelle l'on aura droit à une parade militaire. Séquence très appréciée des populations qui pourront savourer le répertoire musical de l'armée ivoirienne. Notre reporter chargé des questions militaires a pu rencontrer le chef de la musique de la garde républicaine. Le commandant Anigra a évoqué tous les aspects de la musique militaire. Elle fait partie des composantes d'un défilé militaire. La musique militaire est un élément participatif de la vie du militaire. Elle donne un éclat particulier aux cérémonies et produit des supports sonores au profit des unités. Toute la vie est rythmée chez les militaires par la musique. Même le réveil des troupes dans les casernes se fait par la sonnerie du clairon. Le rassemblement se fait par la sonnerie du clairon. Et toutes les activités sont marquées par des sonneries dites sonneries au quartier. La musique militaire requiert donc rigueur, compétence et harmonie dans son exécution. La musique est chargée de rythmer ce déplacement des troupes. Alors lorsque les troupes se déplacent, la musique donne la cadence. Et la cadence, pour permettre aux militaires d'être au pas, est donnée par la grosse caisse. Voilà pourquoi il y a le son plus fort qu'on entend. Pour le défilé, de façon classique, les troupes se déplacent à une cadence de 120 par minute. Et particulièrement pour ce défilé du 7 août, toutes les troupes défileront aux 120 par minute et certaines unités spécifiques, notamment les forces spéciales et la garde républicaine, auront le pas de 80 par minute pour cette allure lente que nous voyons chaque fois pour le défilé. Un élément important de la musique militaire, le tambour-major. Bâton dans la main droite, il maîtrise la cérémonie autour d'une série de gestes, simples mais efficaces. Le tambour-major est un élément de la musique qui est choisi en fonction de son allure, en fonction de son aisance à manier la canne qu'il a en main. Et le tambour-major est chargé de rythmer la cadence de l'ensemble des musiciens. Il est surtout choisi aussi pour sa connaissance de la musique et il permet de coordonner l'ensemble des enchaînements des morceaux au cours de l'exécution d'une marche. Les musiques militaires sont chargées de la présentation au drapeau, des parades, des défilés et des honneurs aux autorités. Lorsqu'une autorité préside une cérémonie, cette autorité reçoit des honneurs dus à son rang. C'est un acte de commandement. Voilà pourquoi il est accompagné par une marche appelée la marche de revue. Et très souvent, la marche de revue qui est utilisée, c'est en fonction de la nature de l'autorité qui préside les cérémonies. Les musiques exécutées au cours des cérémonies militaires ont un sens particulier. Pour ouvrir le défilé pour ce 7 août, ce sera le défilé de la Côte d'Ivoire indépendante qui symbolise un peu ces premiers temps de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les musiques militaires donnent du faste au cérémonial militaire. 90% des soldats vont défiler en présence du président de la République, chef suprême des armées à Rangers, ou bottes de combat. Des chaussures montantes qui soutiennent les chevilles grâce à une petite guêtre fermée au sol par une ou deux boucles métalliques. L'appellation administrative est brodequin de marche à jambière attenante.
Reportage signé Abou Sanogo. Un mot de religion dans ce 13h. Hadj 2018. La Direction générale des cultes rassure tous les candidats au pèlerinage. Aucun d'entre eux, s'il est régulièrement inscrit, ne sera oublié. Le reportage d'Herman Guivet. Aucun candidat au Hadj 2018 inscrit régulièrement ne restera en Côte d'Ivoire. Après les vols charter, dont le dernier est prévu pour ce vendredi, 4 départs par vol régulier sont prévus. Nous avons 4 vols réguliers qui vont donc partir, 2 vols par Turkish le 6 août, un vol par Emirates le 7 août et un 4e le 8 août par Emirates aussi directement, on va dire, à Médine. Pas d'inquiétude donc à se faire, rassure le directeur général des cultes. Après le départ du dernier vol par charter, le 3 août, les 500 candidats au Hadj du contingent étatique inscrits sur les vols réguliers seront contactés individuellement. À partir de lundi, tous ceux qui sont donc sur le vol régulier seront appelés individuellement par téléphone pour venir retirer leur kit de voyage et leur indiquer la date et enfin tout ce qu'il faut, en tout cas pour le voyage. Du côté des organisateurs privés, les choses se passent bien également. Les 1800 candidats ont tous été inscrits, ce qui augure d'un pèlerinage réussi pour l'ensemble du contingent ivoirien. Mais Samba Bamba est allé apporter la bonne nouvelle aux derniers pèlerins qui accomplissent la dernière formalité pour dissiper tout doute dans leur esprit. Je suis ému. Je remercie Dieu en tout cas qui nous a permis de franchir cette étape. Et Inch'Allah, demain, si Dieu le veut, ça va être le départ. Ça a été comme la délivrance de l'accouchement. Dès que j'ai vu le nom, voilà, tout a disparu, toute l'attente, tout le stress. Nous, les gens du 9e, c'est vrai qu'on nous a un peu maltraités, mais c'est fini, j'ai oublié tout et je pense à demain, à tout ce qui va se passer là-bas. Cette année, le quota de pèlerins ivoiriens est passé à 6800 contre 5600 en 2017, avec pour innovation majeure l'introduction de la biométrie dans les formalités, ce qui n'a cependant pas entaché la bonne organisation du pèlerinage. Nous sommes à la page sport de ce journal. Vous allez le voir en image. Encore une médaille au cours de Marie-Josée Talou. Notre sprinteuse nationale a remporté son premier titre de championne d'Afrique du 100 mètres hier à Assaba. L'Ivoirienne s'est imposée pour la première fois sur cette distance lors de la compétition africaine phare en 11 secondes et 15 centièmes. Chez les hommes, le Sud-Africain Akane Simbine a fini devant l'Ivoirien Arthur Gué-Cissé. Au Mali, c'est la deuxième fois qu'Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affrontent pour le second tour de la présidentielle. Ni pour l'un ni pour l'autre, ce scrutin de 2018 ne sera leur première expérience de duel pour la présidentielle. En 2013, Soumaïla Cissé est battu à plus de 70% par Ibrahim Boubacar Keïta. Sidonie Davila, notre envoyé spécial au Mali. Le suspense aura duré 4 jours. Enfin, les résultats de la présidentielle au Mali. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta du Rassemblement pour le Mali se classe en tête avec 41,42% des suffrages exprimés. En deuxième position, l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, de Soumaïla Cissé, 17,80% des voix. 24 candidats pour ce premier tour, les 22 autres se partagent le reste des voix. Le taux de participation également connu, il est de 43,6%. Ce jeudi, depuis le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf, le ministre a proclamé les résultats provisoires de la présidentielle dans une déclaration retransmise à la télévision nationale. Les résultats connus, cris de victoire, ont fait la fête au QG d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes heureux, nous remercions les Maliens d'avoir porté leur confiance sur notre candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Nous le félicitons parce que c'est sa victoire, mais c'est aussi la victoire des Maliens. Les Maliens qui se sont rendus aux urnes dans le calme, dans la sérénité, qui ont voté, qui ont accompli leur devoir citoyen et qui ont exprimé un choix clair et net. Ils ont porté notre candidat avec une longueur d'avance. Il a 2 fois plus de voix, au moins 2 fois plus de voix que celui qui arrive second. C'est une tendance claire et qui indique la suite. Une victoire qui suscite déjà des réactions dans le camp de l'opposition. Ces résultats ne reflètent pas le vote du peuple malien, tant le scrutin a été émaillé d'irrégularités. C'est la première fois dans l'histoire de la démocratie malienne
qu'un président en exercice est obligé de retourner devant les électeurs. C'est un vote sanction contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce soir, au Mali, le camp du changement, de l'alternance est majoritaire. Le 12 août prochain, le second tour de l'élection présidentielle malienne opposera Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant, à Soumaïla Cissé, son principal adversaire. Mais bien avant, ces résultats provisoires devront être validés par la Cour constitutionnelle. Et de son côté, Emerson Mnangagwa, à la tête du Zimbabwe, depuis qu'il a écarté son dirigeant historique Robert Mugabe en novembre dernier, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec 50,80% contre 44% pour l'opposant Chamisa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.